Bon, eh bien, j'espère que cette fois-ci, ça sera pas comme ça. On verra bien avec ce film-là. Tiens, bien le bonjour. Ah, ben vous tombez bien. J'allais regarder un DVD qui s'appelle ABC of the Death. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Parce que moi, en fait, ce que j'aime dans les films ou dans les séries, ben, c'est pas compliqué, c'est être surpris. Quand c'est convenu, ça a tendance à me gaver rapidement. Et ça, depuis très très longtemps. Parce que deviner, dès les premières minutes du métrage, comment va se dérouler la fin, que ce soit une série ou un film, je trouve ça irrespectueux. Autant vis-à-vis du cinéma que de la télé, parce que les téléspectateurs qui ont payé leur place, quelle qu'elle soit, ben, ils se font avoir finalement. Mais avec le film d'aujourd'hui, toutes les cartes vont être redistribuées. Ça va sentir le sang, ça va sentir la poussière, ça va sentir le glauque. On part avec Une nuit en enfer. C'est parti. Générique. Alors nous sommes en 1997 et je suis, une fois de plus, encore fourré au vidéoclub avec Olivier. Je lui explique ce que je vous ai expliqué en introduction, qu'avec tous les films que j'ai pu voir, ben, ça devient compliqué de me surprendre. Alors Olivier, derrière son comptoir, il a esquissé un sourire et m'a dit « Alors là, mon pauvre, je parie ce que tu veux que je peux te surprendre avec un film récent. » Alors, moi et ma grande gueule, comme d'habitude, ben je lui ai dit « Ok, pari tenu. Si ça, si avec le film d'aujourd'hui, tu arrives réellement à me surprendre, eh ben pas de souci. Je traiterai tous les retours de VHS de la semaine, exprès pour toi, sans rien demander en retour. » Le pari était tenu. Pour être certain d'avoir un avis bien tranché et de ne pas être influencé par le fait que ben, il fallait obligatoirement que je gagne mon pari, j'ai fait appel à un pote, JB, qui m'a dit « Ouais, y a pas de souci, moi je suis chaud pour venir voir un film. Le seul problème, c'est que je suis avec ma copine, donc si ça te dérange pas trop, qu'on débarque à 3, y a pas de problème. » Alors dans ma tête, je me suis dit « Il est avec sa copine et il débarque à 3. » Donc là, il y a un petit souci, donc je lui ai... Qui est la troisième personne? Il m'a dit ben, « C'est sa sœur. » Ok, ramène-la, il n'y a pas de problème. Donc quelques 20 minutes plus tard, le salon était prêt, comme d'habitude, popcorn et boissons et ambiance tamisée. Une fois les présentations faites, quand JB est arrivé, j'ai rencontré sa copine, évidemment, j'ai rencontré la sœur de sa copine, et une fois ma langue rentrée dans ma bouche, mes yeux rentrés dans mes orbites, parce que oui, la copine de la sœur de JB était très, très, très jolie. Alors, je ressemblais, dans mes souvenirs, je ressemblais un peu à ça.
Sauf que, techniquement, c'était beaucoup plus ça. Bref, tout le monde s'installe et le film commence, sachant que Une nuit en enfer est un film fantastique américano-mexicain qui est réalisé par Robert Rodriguez. Rodriguez, père, épice. Pas eux. C'est pas eux du tout. C'est vraiment Robert Rodriguez. Donc, le vrai Robert Rodriguez, c'est lui. Il a réalisé pas mal de films depuis son tout premier en 1992 qui s'appelait El Mariachi. D'autres suivront, comme Desperado et sa suite. Il y aura The Faculty, la saga des Spy Kids, Sin City 1 et 2. Il fera aussi Alita Battle Angel ou encore Red 11 ou Red 11, je ne sais pas comment on le prononce, et également Hypnotic. Le film démarre devant l'épicerie Benny's. Le ranger Earl McGraw vient se boire une bière histoire de passer le temps avec Pete, l'employé de la caisse. Une fois que sa mousse est terminée, avec toute la verve qui le qualifie, l'agent de l'ordre va faire pleurer Popol, et c'est à ce moment-là que Seth Gecko surgit, arme dans une main et otage dans l'autre, du fin fond du magasin, en compagnie de son frère Richie, qui détient lui aussi une otage, pour menacer le caissier, et également foutre le flic dehors, sans quoi ça va être un véritable massacre dans la boutique. Les minutes passent, tout juste sorti des toilettes, le ranger se fait abattre froidement par Richie, qui le soupçonnait de les avoir repérés avec l'aide du caissier, bien évidemment. Alors concernant Richard Gecko, il faut savoir qu'il est psychotique. Il est complètement timbré, il a des alus, et son frère, Seth, est obligé de composer un peu avec ses sautes d'humeur. C'est assez compliqué. Le caissier se fait aussi descendre par Seth après avoir mis une balle dans la main du frère. Le duo va devoir reprendre la route après s'être un tout petit peu engueulé, et également après avoir tué tout le monde dans l'épicerie et aussi fait exploser cette dernière. À bord de la voiture, c'est reparti, les deux frères sont en cavale. Pour l'instant, ça fait tout juste 5 minutes que le film est commencé. Moi, perso, je kiffe. Il y a des giclées de sang, il y a un langage qui est relativement fleuri. Dès qu'il y a un coup de feu qui part, les filles se blottissent un peu contre nous. Ça commence à sentir bon. La route est longue pour les deux frères. Ils s'arrêtent donc dans un motel, non loin de là, pour y passer la nuit. Ils vont se retrouver un peu au calme, ça va pas leur faire de mal. En descendant du véhicule, Seth ouvre le coffre de la voiture pour en faire sortir une otage, qui se trouve être Gloria, une employée de la banque qu'ils ont braquée un peu plus tôt dans la journée. Alors il faut savoir que Seth est recherché, tout comme Richie, par la police fédérale, par les rangers, en gros par 90% des États-Unis, parce qu'en fait, Seth était en prison, Richie l'a aidé à s'évader, et en fait ils font la une des infos. Évasion, braquage, prise d'otage, fuite, multiples meurtres. Après une journée pareille, tu m'étonnes qu'ils se sont arrêtés dans un motel, ils doivent être claqués les mecs. Ils sont pas au bout de leur surprise. Donc Seth, avant de repartir régler les derniers détails avec des passeurs à la frontière mexicaine, il explique à Gloria, leur otage, que si elle veut pouvoir repartir vivante, à son retour, il faut juste qu'elle fasse la plante verte, et surtout, qu'elle ne fasse pas chier. Donc à peine parti, Richie va s'installer sur le lit pour regarder la télé, et il va inviter Gloria à le rejoindre. Un peu plus en amont sur la route, dans un restaurant non loin de là, déjeune le pasteur Jacob Fuller, avec ses deux enfants, Kate et Scott. Ils viennent d'embarquer la famille dans un nouveau camping-car pour qu'ils fassent tous ensemble une traversée familiale. Alors, il faut savoir que Jacob est en pleine crise de foi existentielle, pour un pasteur c'est un peu con, et ses croyances en Dieu sont sérieusement ébranlées depuis la perte de sa femme. De retour au motel, Seth explique la situation à son frère. Puis en tournant la tête, il s'aperçoit que Gloria, elle est plus là. Elle est plus là où il l'avait laissée. Donc il va demander à Richie où elle est, et ce dernier lui explique qu'elle est dans la chambre, il n'y a rien de grave. Donc Seth ouvre la porte, et il va découvrir le corps ensanglanté de la pauvre femme, et les fringues légèrement relevées. Il va engueuler fortement son frère, pour son comportement à la fois psychopathique et violeur. Le camping-car de la famille Fuller arrive également au motel. Ils veulent passer la nuit à l'intérieur, car Jacob est fatigué par la route. Il souhaite enfin pouvoir passer une vraie nuit dans un vrai lit pour être bien reposé. Seth voit en ce véhicule une super possibilité de passer la frontière sans encombre, en prenant avec lui évidemment la famille Fuller en otage. Donc le duo infernal va tranquillement se rendre devant la chambre de Jacob, taper à la porte, s'inviter légèrement dans la piole et expliquer leur plan sous la menace de leur arme.
Alors on peut pas dire que le pasteur a vraiment le choix, étant donné que s'il obéit pas, il va s'en prendre à ses enfants, ben il va accepter. Seth lui promet que son frère ne fera rien à ses enfants, à condition que tout le monde se comporte correctement. Amis de l'aventure nous appelle. Donc tout ce petit monde quitte illico le motel dans le camping-car, direction la frontière mexicaine. Durant le voyage, donc Richie pense que Kate le drague, alors que c'est uniquement son imagination, une fois de plus, qui part en vrille. Et de son côté, Seth va discuter un petit peu, tailler le bout de gras avec Jacob. Il va parler de sa famille, de sa perte de foi, et lui explique que tout ce qui est arrivé, c'est à cause de la perte de sa femme. À la suite d'un accident de voiture, Jacob va remettre tout en cause. Donc après quelques menaces mutuelles, Seth et Jacob vont trouver un terrain d'entente. Seth va lui dire que s'il fait pas chier, il y aura pas de souci, tout se passera bien. Jacob lui répond que s'il s'en prend à leur enfant, ils vont crever autant l'un que l'autre. Les règles sont claires. Richie se fait recadrer une fois de plus par son frère à cause de son comportement un tantinet malsain. Et enfin, arrivé à la frontière, tous les véhicules sont fouillés par les forces de l'ordre armées et accompagnés de gentils toutous. Donc Richie commence sérieusement à péter les plombs quand ils sont cachés. Donc Seth est obligé de, on va dire, de l'assommer, techniquement pour avoir la paix. Un peu soucieux, un flic monte dans le véhicule, puis laisse finalement repartir tout le monde après avoir constaté que les seuls occupants sont Jacob et ses deux enfants, et que la voix qu'il a entendue à un petit moment, c'était juste Kate qui était assise sur les chiottes en train de couler en bronze. La frontière est passée, un peu plus loin, le groupe arrive au point de rendez-vous, un bar nommé le Titty Twister, le téton tortillé. Ils doivent y retrouver Carlos au petit matin pour continuer leur route vers la ville d'El Rey. Ce bar, à la devanture éclairée, est ce qu'on pourrait appeler un rade de perdition. Avant de descendre du van, Seth donne les dernières consignes à la famille. On va passer une super soirée, alors faites pas chier, et demain matin, tout le monde rentrera chez soi. Le groupe rentre dans le bar du téton tortillé, et à peine arrivé, les problèmes commencent, car le barman ne souhaite pas servir Seth, car le bar ne sert que les routiers ou les motards. Et pour éviter qu'un bain de sang se déclenche, Jacob va prendre part à la discussion. Il explique qu'il possède un camping-car, et de ce fait, c'est un routier. Heureusement, tout rentre dans l'ordre, sans petits soucis. Une table se libère, notre petit groupe s'installe, et il commence à descendre une bouteille de whisky. Alors on fait vite la connaissance de certains clients dans la salle, comme par exemple Sex Machine et son... alors comment je pourrais appeler ça? Un gun tub, voilà. Je pense que c'est le mieux. Seth invite Kate à boire des shots. Scott, lui, est pas super chaud pour commencer à boire. La jeune fille, elle se démonte pas, elle va en prendre un, mais alors cul sec. Jacob va remettre légèrement en place Seth, en lui expliquant que ça y est, il avait gagné. Il a passé la frontière, ils sont vivants, ils se sont foutus de la gueule des fédéraux. Honnêtement, ils ont gagné. Alors ça sert à quoi de vouloir jouer les gros bras? Le comportement un peu provocateur de Jacob prouve à Seth que c'est un mec qui en a. Et ils vont boire un shot ensemble. Soudain, la lumière se baisse. Et là, une danseuse d'une beauté affolante démarre un show langoureux. Le spectacle qu'elle offre est lyrique, chaud, sexuel et félin. Son nom, Satanico Pandemonium. C'est le nom de cette beauté. Cette beauté fatale, elle passe de table en table, ondulant son corps, jouant avec un python jaune, et elle termine sa course à la table de nos anti-héros. Richie ne la quitte pas des yeux. Cette dernière termine son tour de danse en ayant excité gravement notre psychotique de Richie. Alors, JB et moi, on a bien aimé la danse aussi, ça je peux vous l'assurer. Les filles, beaucoup moins. Nous, on a trouvé ça très artistique. C'est pas le cas des filles. La situation dégénère quand le physio du Titty Twister, à qui Seth et Richard ont mis une correction avant de rentrer dans l'établissement, arrive avec le barman et le videur pour les foutre dehors. Richard se voit planter une lame dans sa main déjà blessée, et d'un coup, les coups de feu pleuvent. Les deux frères prennent le contrôle du bar, et au même moment, Satanico Pandemonium, qui lorgne sérieusement sur la main ensanglantée, et d'un coup, son apparence change. Elle devient une vampire qui se jette sur sa proie et la tuant par la même occasion. Seth est à genoux devant le corps de son frère. Il voit le barman, le videur et le physio se relever avec à peu près le même visage que la danseuse, celui d'un vampire. La porte d'entrée, condamnée elle aussi par une stripteaseuse qui se révèle être un démon de la nuit, et le bar prend tout à coup des allures de fin du monde. Une bataille commence dans le bar entre vampires et humains. Ni une ni deux, Jacob met ses enfants plus ou moins à l'abri derrière le bar, pendant que justement le barman se jette sur Sex Machine qui riposte avec son arme à feu très originale. Les humains tombent en masse sous les crocs des hématophiles. Hématophiles.
Jamy, qu'est-ce que c'est qu'un hématophile? Eh bien merci Siro de me donner un petit moment de culture. Alors un ou une hématophile, c'est une personne qui aime le sang ou qui a une attirance pour le sang. Merci Jamy. C'est un carnage qui s'opère dans le lieu de débauche. Les humains encore vivants subissent les assauts des monstres qui sont accompagnés d'un groupe musical rock et qui jouent de la guitare sur des instruments cadavériques. Big Emilio, c'est le nom du videur, lui, il a terminé la carotide d'un client et aperçoit le haut de la tête de Kate derrière le bar. Il se jette dessus, mais grâce à l'intervention de Scott, la jeune fille va lui faire avaler la croix qu'elle porte dans son pendentif. Ça a pour effet de désintégrer complètement le videur sous les yeux de la jeune fille. De son côté, Frost, un autre client plutôt baraqué, retourne une table et empale direct 4 vampires sur chaque pied de table. Seth, quant à lui, entame un combat avec Satanico Pandemonium, qui compte bien voir s'il a le meilleur goût que son frère. Visiblement, elle est beaucoup plus forte que lui. Et donc, une dose de poudre dans une balle bien tirée, juste en haut dans le lustre, va la transpercer et va tuer définitivement la vénéneuse beauté mortelle. La Transylvanie, il ne mange que des spaghettis. Oui, c'est le pire des vampires. Les derniers survivants, qui ne sont pas vraiment nombreux, vont s'organiser, juste après que Frost ait arraché le cœur d'un autre vampire, et que Sex Machine y ait planté un crayon en bois juste à l'intérieur pour flinguer le suceur de sang. Bon alors on va faire les comptes. Du côté vampire, il reste 4 femelles, pas vraiment joviales, et on peut dire qu'on a vu plus sexy. Côté humain, il y a Seth, Jacob, Frost et Sex Machine, et les 2 adolescents. 4 vampiresses, je sais pas si ça se dit, vont se faire tuer. Et soudain, tous les cadavres des vampires vont prendre feu. Seth revient sur le corps de son frère, qui se trouve être devenu lui aussi un être démoniaque, et c'est avec l'aide de ses nouveaux coéquipiers qu'il sera contraint de le tuer. Dans un premier moment de calme, Jacob et Seth essayent d'analyser la situation. Le groupe entend du bruit dehors, et a priori ce sont des chauves-souris qui tentent de rentrer dans le bar. Mais c'est pas vraiment le seul souci qu'ont nos survivants. Tous les humains morts durant l'attaque initiale deviennent des vampires. Donc là, en urgence, il n'y a qu'une seule solution, retuer tous les cadavres une fois de plus. Sex Machine sera mordu à son tour, mais bon, sur le coup, il ne dira rien. On va dire qu'il réagit comme le bon gros con de base dans les films, c'est-à-dire je cache ce que j'ai, comme ça passe inaperçu, et s'il faut, je suis pas contaminé. Seul problème, c'est qu'on peut y mettre ce qu'on veut, du sel, du gel hydroalcoolique dessus, ben ça changera pas le problème, il va quand même se transformer en vampire, tôt ou tard. Pour le moment, le groupe va profiter d'un deuxième petit instant supplémentaire de calme pour vraiment analyser la situation. Ils se rendent bien à l'évidence que si personne ne croit vraiment au mythe du vampire, ben, ceux qu'ils ont tués, ben, c'était bien des suceurs de sang. Moi, personnellement, je suis même d'avis que c'est pas une grosse poussée d'acné qu'ils ont eu tous. Bref, Seth propose de réfléchir à toutes les solutions qui peuvent supprimer ces monstres-là. Alors bien sûr, tout y passe, que ce soit les croix, les pieux, le soleil, l'eau bénite, le dernier album de Jul. Il faut se rendre à l'évidence, leur meilleure arme contre les vampires, eh bien c'est Jacob. Le seul souci, c'est que c'est lui qui n'a plus la foi. Notre braqueur va tenter de faire réagir notre pasteur, en lui expliquant que ces trucs viennent des enfers, ou d'un endroit dans le genre. Donc, il y a toujours en opposition le paradis ou un truc du même style, ce qui finalement finit par fonctionner et commence à rendre la foi au pasteur qu'il avait perdu. La métamorphose de Sex Machine commence à s'opérer, pendant que Frost explique son calvaire lors de la guerre du Vietnam. Alors ses dents poussent, il essaye de les planquer, ses mains changent, il se les met dans le dos, mais on savait que ça allait se finir comme ça, et il se jette sur Frost, qu'il mord, tout comme Jacob. Kate, Seth et Scott sont mis KO, et de colère, Frost envoie Sex Machine par la fenêtre, ce qui laisse rentrer des milliers de chauves-souris et fait transformer Frost instantanément. Seth entraîne Scott et Kate dans la réserve pour se mettre en sécurité, pendant que Jacob crée une croix de fortune avec un fusil à pompe et une batte de baseball pour éloigner les centaines de vampires qui ont repris une pseudo-forme humaine pour rejoindre les enfants dans la réserve. Jacob est tout à fait conscient qu'il va mourir. Il dit à ces derniers que, de toute façon, son sort est scellé. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à se battre. Il va bénir l'eau, qu'ils mettront dans des pistolets à eau dans le genre Nerf, ou dans des préservatifs pour faire des bombes à eau. Seth s'arme avec une machine pour damer le sol, qu'il va adapter légèrement avec un pieu immense en bois, et Kate va retrouver une arbalète multiflèche. Avant de rentrer en combat avec les monstres, Jacob fait promettre à ses enfants que quand il se transformera, personne ne doit hésiter à le tuer. Tout le monde est ok, et le combat peut commencer. Le combat fait rage, les vampires tombent les uns après les autres. Tout se passe pour le mieux, enfin,
pour le mieux que la situation le permet, mais au moment où Jacob se change en monstre, Scott hésite, et cela lui causera sa perte. Et sa mort aussi. C'est Kate qui mettra fin à sa souffrance quand plusieurs vampires se jetteront sur lui. Le jour se lève et Carlos arrive enfin pour faire le deal avec Seth et son frère. Cela sauvera la vie de nos 2 derniers survivants, quand Seth demandera à ce qu'ils enfoncent la porte pour laisser passer le soleil. À peine le temps de sortir, que tout explose derrière eux. Sur le parking, Seth explique à Carlos, avec un peu de virulence, quel est le lieu qu'il a choisi pour le deal. Il n'a rien trouvé de mieux que ça. Celui-ci lui explique ce qu'il s'est passé dans les grandes lignes. Kate demande aussi si elle peut suivre Seth, mais ce dernier refuse de lui faire courir d'autres risques supplémentaires. Il la renvoie chez elle avec quelques liasses de dollars. Au volant du camping-car, elle s'en va, Seth prend une voiture, et l'un comme l'autre se séparent. Un plan large nous laisse découvrir l'arrière du bar du Titi Twister, qui n'est autre qu'un temple Inca ou Aztèque, qui est entouré d'une centaine de camions routiers, comme on pourrait en voir dans une casse automobile géante. Attendez. Ne bougez pas. J'arrive. Éteignez qu'on ne me voit pas. Le film se termine et je viens de recevoir une claque magistrale. Robert Rodriguez nous a donné une pépite et magnifique. Moi qui pensais ne plus jamais être surpris par un film, je me suis lourdement trompé. Et je n'étais pas le seul dans ce cas-là. JB m'a dit exactement la même chose. Ce film est fou, on ne peut pas prévoir la fin en début de film. C'est vraiment génial. Je remercie encore Olivier de m'avoir fait découvrir ce film sans rien me dire, sans rien me spolier. Juste de me dire, mets la cassette et regarde le film. C'est tout. De la façon dont commence le film, le twist dans le bar n'est totalement pas envisageable. Et c'est une excellente surprise que nous a offert Monsieur Rodriguez. Bon, pour ceux qui veulent le savoir, concernant la sœur de la copine de JB, ça s'est plutôt bien goupillé. Contrairement à quelques années auparavant, où je m'étais totalement viandé avec Predator, non, là cette fois-ci, comme on dit dans le Sud, j'ai transformé l'essai. Je vous raconterai plus tard ce qui en a découlé. Dans ce film, le casting est juste dément. Mais revenons un peu sur les personnes qui le composent. Alors tout d'abord, bien sûr, il y a George Clooney, qu'on ne présente plus. Bon, il a quand même joué dans pas mal de films ou de séries avant de devenir l'ambassadeur d'une célèbre marque de café. Mais dans sa filmographie, on peut trouver entre autres la série Urgence, la saga des Oceans, O Brother des frères Cohen, En pleine tempête, Solaris, Les Rois du désert, Un beau jour. Et encore, je suis très loin de vous avoir tout cité. Mais je n'oublie pas non plus de citer le retour des tomates tueuses. Une carrière qui est déjà très remplie pour Monsieur Clooney, mais qui n'est pas encore terminée. Quentin Tarantino, lui, c'est Richie dans notre film du jour. Bon, Tarantino, est-ce qu'il faut vraiment que je le présente? Je pense pas. Il est le réalisateur de Reservoir Dogs, de Pulp Fiction, de Jackie Brown, de Kill Bill volume 1 et volume 2, de Django Unchained, de Once Upon a Time in Hollywood, bref, que des pépites. En tant qu'acteur, le petit Quentin... Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Non, celui-là il est de Montargis, c'est pas le bon. On a pu le voir dans d'autres films que les films que j'ai cités précédemment, par exemple Little Nicky avec Adam Sandler, dans Planète Terreur, dans Boulevard de la Mort, dans Le Magicien d'Oz des Muppets, où il joue son propre rôle, dans Sleep With Me. Il sera un acteur de la série Alias également. Allez, on va continuer dans l'égrenage du casting avec Monsieur Harvey Keitel, qui a aussi joué dans pas mal de films de son ami Quentin Tarantino, mais également dans Bad Lieutenant d'Abel Ferrara, dans Taxi Driver, dans La Leçon de piano, dans Sister Act, dans The Irishman, dans Dragon Rouge et beaucoup d'autres. Juliette Lewis, la fille de Jeffrey Lewis, est une actrice prolifique, tout comme son papa. J'ai pu la voir dans pas mal de films comme dans Strange Days, dans Tueur né, Les Nerfs à vif, California, très récemment dans Kelly et Cole, dans Basketball Diaries, aux côtés de Leonardo DiCaprio, et d'autres films que j'ai vus mais dont j'ai complètement oublié les noms. Le rôle de Sex Machine, c'est Monsieur, avec un grand M, Monsieur Tom Savini, un homme qui est pour moi une référence dans le monde du cinéma et des effets spéciaux. De par son métier principal, en tant que maquilleur, il est présent dans tellement de films de genre, je pourrais même pas vous en citer un dixième. Je vais quand même vous en citer quelques-uns. Il a fait les effets spéciaux de Vendredi 13, de Maniacs,
de Massacre à la tronçonneuse 2, de Killing Zoe, de Zombie, et ce ne sont que des exemples. Il a même été adoubé par monsieur George Romero pour faire un remake de son film La Nuit des Morts Vivants. Il a également joué dans pêle-mêle, par exemple, The Wishmaster, Terrifier 3, The Creepshow 2 et beaucoup d'autres. Et enfin, je conclurai le casting de Une Nuit en Enfer, avec pour moi une des plus jolies et talentueuses actrices. J'ai nommé Salma Hayek. De ses débuts dans Desperado, où je l'ai découvert, puis dans Coup de foudre et conséquences avec Matthew Perry, dans le Studio 54 avec Neve Campbell, dans The Faculty, dans Dogma, dans Wild Wild West, ou dans le film Frida, dans Bandidas, dans Copains pour toujours, volume 1 et 2, et très récemment dans House of Gucci, j'ai toujours beaucoup apprécié cette actrice. J'en parle souvent dans mes lives Twitch, enfin bref, une actrice comédienne avec qui j'aimerais tellement pouvoir discuter, au même titre que Jodie Foster. Mais ça, c'est un autre sujet, Siro, tu t'égares. Une Nuit en Enfer aura une suite qui porte le nom de Une Nuit en Enfer, le prix du sang, avec monsieur Robert Témile Patrick dans le rôle principal. Et il aura aussi une préquelle dans Une Nuit en Enfer, la fille du bourreau, où on apprendra le passé de Satanico Pandemonium, comment elle est devenue vampire. La vidéo s'arrête là. Une fois de plus, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour de nouveaux souvenirs. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne coûte rien du tout. Laissez un commentaire, je réponds à tous les commentaires sans exception, qu'ils soient bons ou mauvais, parce que de toute façon, la critique est constructive. Et surtout, revenez, parlez-en autour de vous, ça fait toujours de la pub, c'est toujours sympa. Dans 15 jours, on se retrouve, allez, un petit indice, dans la chaleur de Los Angeles. Il y a une gueule de porte-bonheur qui vient de débarquer. Vous l'avez? Alors, il reste plus qu'une chose à faire. C'est que j'aille voir le DVD de ABC of the Death. Et je vous dirai s'il est bien ou s'il est pas bien. Allez, bye bye. Hey, avant de partir, j'ai oublié. Les souvenirs, ils sont dans la tête et dans le cœur. Et il ne demande qu'à remonter. J'espère pouvoir y arriver pour vous. Allez, à dans 15 jours. Bye bye. Dans un coin perdu, au fin fond de nulle part, deux des criminels les plus dangereux d'Amérique foncent vers la frontière. Lors du braquage d'un commerce de spiritueux à Big Springs, les sinistres frères Gecko ont encore tué un ranger du Texas, ce qui porte le bilan de l'hécatombe à 16. Pour eux, la liberté se trouve au bout de la nuit. Ça, c'est un bar qui me plaît. Mais cela va être une nuit d'enfer. Réalisé par Robert Rodriguez. Écrit par Quentin Tarantino. Une nuit en enfer.